À Istanbul, les innombrables dômes et minarets qui pointent vers les cieux sont le symbole de 1000 ans de pouvoir et de foi. En effet, c'est ici qu'au XVIe siècle, l'islam va devenir une civilisation puissante, ambitieuse et impériale. À sa tête, une dynastie de conquérants despotes va bâtir un empire musulman d'une portée considérable. Inspirée par son dirigeant le plus célèbre, Soliman le Magnifique, cette civilisation va étendre son pouvoir jusqu'aux portes mêmes de l'Europe. Tout au long de cette époque grandiose, l'islam et l'Empire ottoman vont s'arroger puissance, conquête et fortune. À l'origine, les Turcs ottomans sont des nomades qui viennent des steppes qui bordent la mer d'Aral. Des siècles durant, ils parcourent la Turquie actuelle à la recherche de nouveaux pâturages. Les sultans musulmans les enrôlent comme mercenaires pour combattre les hordes mongoles. Mais les bouleversements occasionnés par les invasions mongoles encouragent les Turcs à revendiquer leur propre territoire. Parmi eux se distingue un chef militaire à l'ambition légendaire. Son nom est Osman Bey. On rapporte qu'Osman aurait fait un rêve surprenant, celui d'un arbre magique dont les nombreuses branches allaient engendrer une puissante descendance. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de légende? C'est de toute façon une belle histoire, et on se souvient des légendes plus facilement que de la réalité. À mon avis, il ne se rend pas compte qu'il va créer une dynastie assez extraordinaire puisqu'elle va régner sur 3 continents. On appellera les partisans d'Osman les Ottomans. Ils se considèrent comme des guerriers religieux, ou ghazis, dont la mission est d'introduire l'islam dans le monde entier. Les ghazis agissent un peu comme des francs-tireurs. Que ce soit pour des raisons d'idéologie, de théologie ou par pur esprit de conquête, ils vont élargir les frontières de l'Empire. Ce sont des hommes très courageux qui s'exposent sans hésiter aux pires dangers. Ils pénètrent sans crainte dans des contrées inexplorées, ce qui contribue à la réputation de témérité de tout l'Empire ottoman. Dans l'esprit des premiers Ottomans, l'expansion ne peut s'effectuer que vers l'ouest, et il y a pour cela de bonnes raisons. Ils ne peuvent pas aller à l'est ou au sud parce que ces terres sont sous le contrôle de leurs frères, les émirs turcomans musulmans. Or, les musulmans ne sont pas censés se battre entre eux. Par conséquent, pour eux, les seuls espaces possibles d'expansion sont les territoires chrétiens de l'ouest. Les guerriers d'Osman se dirigent donc vers le nord et l'ouest. Ils traversent l'Anatolie et pénètrent un territoire traditionnellement dominé par les chrétiens, l'Empire byzantin, qui est déjà sur le déclin. À l'époque d'Osman, l'Empire byzantin est certes millénaire, mais se limite à un bastion isolé en Eurasie. Les croisés ont dévasté la région en la traversant pour se rendre à Jérusalem. Ils ont pillé la capitale et contribué à réduire cet empire autrefois si fier à quelques petits États en conflit.
Les Ottomans envahissent rapidement ces factions byzantines, puis les réunissent en commençant par l'Anatolie du Nord-Ouest. En 1326, les Ottomans s'emparent de Bursa, une puissante ville byzantine. Cette victoire va changer les coutumes des Turcs ottomans pour toujours. La prise de Bursa a permis à Osman et à ses descendants d'y établir le siège d'un gouvernement. Ces impétueux nomades des steppes vont pouvoir s'installer et construire un empire. On a affaire à un véritable événement démographique. On assiste à l'évolution d'une civilisation entière qui passe d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. En fait, quand les Ottomans prennent Bursa et décident d'en faire leur capitale, ils sont très soucieux de s'établir comme porte-drapeau légitime de la civilisation musulmane. Civilisation et organisation doivent aller de pair et les Ottomans ont bien l'intention d'administrer ces vastes régions maintenant sous leur contrôle. Ils laissent en place les employés de bureaux byzantins et entreprennent d'organiser ce nouvel empire. Ils organisent la levée des impôts et la tenue d'archives. De nos jours, le concept de bureaucratie n'a plus rien de noble, mais pour l'époque, c'est une innovation formidable et ambitieuse. Les Ottomans sont connus pour réunir et absorber les différents aspects culturels des territoires qu'ils dominent. Ils créent des structures qui permettent aux autochtones de garder leurs coutumes et de pratiquer leurs croyances en toute liberté. En réalité, les Ottomans ont moins de problèmes avec les chrétiens qu'avec les autres musulmans qui tentent pour leur part de défier les nouvelles lois. Les Ottomans sont confrontés à un problème de bureaucratie, ou plutôt de gestion. Un grand nombre de musulmans sous domination ottomane sont encore organisés en royaumes primitifs et les anciennes rancunes sont tenaces. Ces familles claniques ont gardé certaines prétentions de gloire dynastique. Les Ottomans craignent constamment qu'elles ne se soulèvent et créent une rébellion. Il serait par conséquent imprudent d'intégrer cette population dans leur armée. Ils décident de recruter des enfants qui ne sont apparentés à aucune famille musulmane. Ils vont pour cela dans les Balkans et enrôlent des enfants chrétiens. Cette coutume porte le nom de devshirme. En théorie, les jeunes garçons sont les esclaves du sultan, mais on ne les traite pas comme tels. On les convertit tout d'abord à la foi musulmane. On leur enseigne les rituels de la toilette et de la prière, ainsi que les langues ottomanes et arabes. Cette pratique sert un but politique autant que religieux. Le devshirme permet aux Ottomans de créer une caste nouvelle sans trahir d'autres tribus ou d'autres familles. Ces enfants ont un avenir si brillant que souvent les Turcs ou même les musulmans prétendent que leurs enfants sont chrétiens et les enregistrent auprès des responsables du devshirme. Ce système est vraiment unique parce que les enfants ne font allégeance qu'au sultan. Il n'y a plus de notion de famille, de pays ou autre. On offre ainsi à ces enfants le meilleur enseignement possible au monde et ils pourront prétendre aux positions les plus élevées dans l'Empire.
Ceux qui sont doués vont dans les écoles du palais et accèdent à différents grades de hauts fonctionnaires. Ils sont vizirs ou gouverneurs. Certains deviennent même grands vizirs. Ceux qui sont robustes rejoignent le corps des janissaires. Les janissaires représentent l'élite de l'infanterie du sultan. Cette armée va imposer son modèle pendant des siècles. Ce sont de très bons soldats. Entraînés comme des machines, ils ne craignent pas la mort, ils sont redoutables. Et ils n'ont d'amour que pour leur sultan. On les forme avec la précision, la discipline et le grand apparat d'une armée moderne. Pour la première fois, les guerriers portent l'uniforme et vont au combat au son d'une fanfare militaire. Les janissaires sont redoutés dans tout le monde occidental. Ils représentent une force digne de ce nouvel empire islamique et de ses ardents désirs de conquête. Vers la moitié du XVe siècle, l'Empire ottoman s'étend de la Turquie actuelle, que l'on appelle Anatolie, jusqu'au cœur des Balkans, avec pourtant une exception de taille. Cela devait exaspérer le sultan ottoman, car au beau milieu de ses possessions, qui s'étendent maintenant de l'Asie jusqu'au tréfonds de l'Europe occidentale, subsiste le plus beau des trésors, la capitale Constantinople. La ville la plus puissante, la plus riche, la plus attirante du monde entier est encore entre les mains de l'Empire byzantin, en déclin certes, mais pas encore défunt. Aux yeux des Ottomans, l'importance économique et stratégique de Constantinople est considérable, mais sa signification symbolique est encore plus forte. C'est cette ville qu'il leur faut et pas une autre. S'ils veulent gouverner cette région, ils doivent absolument la posséder. On raconte que la capitulation de Constantinople est ordonnée par Mahomet lui-même. Depuis Osman, chaque dirigeant ottoman a voulu s'emparer de la ville, mais les chrétiens l'ont toujours fermement maintenue en leur possession. C'est alors qu'arrive au pouvoir un sultan dont les rêves de conquête sont évidents. L'histoire l'immortalisera sous le nom de Mehmet le Conquérant. Quand il devient sultan, il n'a que 12 ans. Mais il maîtrise déjà bien la politique ottomane. Pour éviter toute menace de lutte pour le pouvoir, il fait étrangler son demi-frère. L'Empire occupe la première place, bien avant la famille. Afin d'empêcher toute division, comme on l'a vu dans d'autres dynasties turques islamiques, quand un jeune homme devient sultan à la mort de son père, les autres frères sont éliminés pour préserver l'unité de l'Empire. Cela peut sembler cruel, mais cette pratique fonctionne chez les Ottomans. À la mort de son père, l'arrivée au pouvoir de Mehmet se traduit par un énorme changement politique dans la manière de diriger l'Empire ottoman. Il gouverne très énergiquement. Mehmet vise immédiatement le seul et unique trésor qui soit à la hauteur de ses ambitions. Mehmet doit conquérir Constantinople. Il n'y a pas d'alternative. Constantinople se présente comme la perle parfaite ou le fruit idéal prêt à être cueilli. Vers le milieu du XVe siècle, la ville n'est que l'ombre de son prestigieux passé. La population a terriblement chuté, passant de 400 000 habitants à seulement 50 000. Mais l'assiégée demeure très risquée, car Constantinople est bordée d'eau sur 3 côtés et elle est de plus fortifiée. La cité est entourée par une série de 3 murs. Ces fortifications de plus de 30 mètres de haut et de 9 mètres d'épaisseur résistent depuis plus de 1000 ans.
Pourtant, Mehmet a une solution à ce problème. La supériorité militaire des Ottomans provient en partie de leur maîtrise de la poudre. Ils savent utiliser cette substance de diverses manières, toutes assez sophistiquées. En 1453, sous Mehmet le Conquérant, le siège de Constantinople est la première application spectaculaire de ce savoir. Des canons énormes ont été spécialement commandés par Mehmet pour cette occasion. Jusque-là, les canons étaient constitués de bandes de métal forgées réunies par des arceaux. Ils lançaient des projectiles de pierre avec guère plus de force qu'une simple catapulte. Une nouvelle génération de canons en bronze massif va maintenant être coulée. On y tasse une quantité suffisante de poudre pour propulser des boulets de métal avec une force prodigieuse. Pourtant, les espoirs de Mehmet ne reposent pas uniquement sur ces canons. Le canal du détroit du Bosphore fait plus d'1,5 km de large et c'est l'unique lien entre la ville et la mer Noire. Si Mehmet parvient à fermer ce passage, Constantinople est à sa merci. Mehmet doit construire une forteresse à l'endroit stratégique qui bloquera l'accès au détroit. Il l'a bâtie à proximité des grands remparts. Quatre mois à peine lui suffisent pour construire une énorme citadelle à 7 tours, appelée Roumeli Hisari. On dit que Mehmet a lui-même porté des pierres lors de la construction de cette citadelle. Elle est à peine achevée qu'il resserre déjà son étreinte autour du Bosphore. Le premier navire qui défie ses ordres et refuse de s'arrêter est coulé, son équipage décapité et son capitaine empalé sur les murs du château. Pour empêcher les bateaux de Mehmet de s'approcher, les Byzantins tendent une énorme chaîne en travers du détroit. Le 22 avril 1453, les habitants assiégés observent avec effroi les troupes de Mehmet qui hissent 70 de ces navires sur la rive, les font glisser sur terre à l'aide de planches enduites de graisse, évitant ainsi le barrage de Chêne. Plus de 100 000 soldats ottomans sont maintenant déployés devant les murs de Constantinople. Ils préparent le plus grand bombardement de l'histoire de la guerre. Sous le feu incessant des assaillants, les 7000 chrétiens de la ville résistent pendant pratiquement un mois. Désespérés, les Byzantins qui occupent la ville demandent de l'aide à leurs frères chrétiens d'Europe. Mais l'Europe au XVe siècle est bien sûr incapable d'organiser une opposition sérieuse à cette menace turque qui grandit à l'Est. À cette époque, les monarques européens ont leurs propres problèmes militaires et politiques. Constantinople va devoir se débrouiller toute seule. Le 29 mai 1453, peu avant l'aube, l'armée turque ouvre une brèche dans les murs de la ville. En quelques heures, Constantinople est entre les mains des Ottomans. Mehmet entre dans la ville et se dirige droit vers le plus célèbre de ses trésors, la magnifique église Hagia Sophia. Construite au VIe siècle par l'empereur Justinien, Hagia Sophia signifie l'église de la Sainte Sagesse. C'est alors le plus grand lieu de prière au monde. Bien sûr, les autres musulmans et les Ottomans eux-mêmes ont déjà trouvé de nombreuses églises sur leur passage. Mais ils n'ont jamais rien vu de semblable. Personne n'a jamais rien vu d'aussi beau que Hagia Sophia.
Hagia Sophia ou Hagia Sophia, comme l'appellent les Turcs, est une des merveilles de l'architecture mondiale. Son dôme est le plus grand et le plus haut jamais construit. Il est admirablement décoré d'or, de mosaïques et les volumes sont merveilleux. Pour Mehmet, c'est un superbe butin. À l'intérieur de l'église, une voix turque s'élève et proclame en arabe le premier pilier de l'islam. Il n'est de Dieu que Allah. Mahomet est son messager. L'église la plus grande de la chrétienté est désormais une mosquée. L'architecture de Hagia Sophia va inspirer toutes les mosquées ottomanes à venir. Mais aucune ne pourra rivaliser en taille et en envergure avec Sophia. Sophia qui appartient désormais à Mehmet, le conquérant. La nouvelle de son triomphe provoque des remous dans le monde entier. Pour les Européens, c'est un vrai désastre. Après tout, Constantinople était la nouvelle Rome. C'était la ville de Constantin, le symbole de la domination chrétienne en Orient. Les dirigeants ottomans ont différents titres pour se qualifier. Khan signifie empereur en turc. Shahisha, le roi des rois en perse. Et sultan est le mot arabe pour dirigeant. Mais maintenant que l'ancien empire byzantin est sous leur contrôle, Mehmet et ses successeurs revendiquent un autre titre, celui de Saint-Empereur romain. Les Ottomans ont atteint les portes de l'Ouest et sont prêts à continuer vers ce qu'ils estiment être leur ultime destinée, la conquête de l'Europe. Cette quête va revenir au sultan le plus légendaire de tous. Selon le calendrier musulman, il est né au début du Xe siècle et il est le 10e sultan à descendre directement d'Osman. C'est l'envoyé du destin dont on attend puissance et gloire. Selon le langage de l'époque, c'est le Saïd Karan, le dirigeant universel, le maître d'une conjonction prometteuse dont on a prédit la venue et dont la légitimité est confirmée par les astres. Il s'appelle Soliman, de Salomon, le roi de l'Ancien Testament. Et sous son règne, l'Empire ottoman va atteindre son apogée. Soliman est extrêmement cultivé. On le forme au sultanat depuis le jour de sa naissance. Dans sa jeunesse, il noue une relation qui va avoir un immense impact sur sa propre vie ainsi que sur l'Empire. Il était encore prince de la couronne quand il se lie d'amitié avec un jeune converti d'origine grecque qui a pris le nom d'Ibrahim. Ils ont pratiquement le même âge et sont très proches, tant sur le plan personnel qu'intellectuel. On peut dire qu'ils ont été élevés ensemble. Et selon la coutume, quand Soliman accède au trône à la mort de son père, il emmène son fidèle Ibrahim avec lui à Istanbul. Quand il accède au trône, Soliman a 26 ans et il est bien déterminé à marquer le monde de son empreinte, c'est-à-dire dès que ses ministres le lui permettront. Au début de son règne, Soliman doit affronter les grands vizirs et les généraux. Ceux-ci refusent tout simplement de l'écouter, estimant que ce jeune homme de 26 ans n'a pas fait ses preuves et qu'il n'y a aucune raison de lui obéir.
show that people ought to, in fact, obey him. C'est sur le champ de bataille qu'il prouvera son courage. En effet, on attend de chaque nouveau sultan qu'il commence son règne en étendant son empire. Les Ottomans contrôlent maintenant le Kurdistan, l'Égypte et les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Pour conquérir l'Europe, Soliman va commencer par Belgrade, en Hongrie. Il est à la tête de la dynastie ottomane et doit donc accomplir certaines fonctions. La conquête de nouveaux territoires en fait partie. Un an après son accession au trône, Soliman se rend à Belgrade avec l'intention de s'en emparer. C'est important d'un point de vue stratégique parce que c'est de là que son armée va pouvoir avancer vers l'ouest. L'année suivante, il a pour ambition de conquérir l'île de Rhodes. Cette petite île est gênante car c'est un bastion de la chrétienté dans une mer par ailleurs ottomane. C'est aussi le refuge de pirates qui s'attaquent aux bateaux de commerce musulmans. Les 50 000 défenseurs de Rhodes protègent l'un des forts les plus résistants du monde. Cette fois, Soliman ne fait pas usage de la poudre et de ses énormes canons. Il échafaude une nouvelle stratégie très peu utilisée jusque-là. Les Ottomans sont les tout premiers à faire preuve de créativité dans l'utilisation d'explosifs pour des fins militaires. Les soldats du génie ottoman creusent une cinquantaine de tunnels tout près des fondations du fort dans le but de les faire sauter. Pour réaliser cette tâche dangereuse, ils sacrifient des chrétiens des Balkans enrôlés de force. L'énorme explosion marque le début d'un assaut acharné qui va durer 6 heures. Pourtant, les Turcs sont repoussés. Au bout de 145 jours de siège, les chrétiens épuisés finissent par négocier une trêve. Les Ottomans ont gagné. Cette conquête fait bien plus qu'inclure Rhodes dans l'Empire. Le sultan Soliman peut maintenant être pris au sérieux et sa marche vers la victoire a commencé. L'Europe entière finit par craindre le nom de Soliman. Mais dans son propre pays, il n'a pas la même réputation. L'histoire islamique le mentionne sous le nom de Kunan, qui signifie le législateur. Les Ottomans sont des bureaucrates dans toute l'acceptation du terme. Ils gardent la moindre archive et pour contrôler les différentes peuplades de l'Empire, ils doivent organiser un système juridique très élaboré. C'est sous le règne de Soliman que sera créé un système juridique unique pour administrer cet empire tentaculaire. Les lois de ce système serviront de base à bien d'autres constitutions nationales. Soliman est le monarque suprême de cette région. Il est le centre du monde. En architecture, il instaure une ère classique et inaugure les édifices les plus spectaculaires que le monde ait jamais vus. Soliman ne manque pas de richesse. Et pour consolider sa position, il va préconiser le développement d'une architecture monumentale et ainsi commémorer sa dynastie et lui-même. L'architecture religieuse permet vraiment de transmettre le sens de ce qui se trouve au cœur de la foi.
La grandeur, la majesté sont des qualités que les musulmans évoquent quand ils pensent à Dieu. Un édifice qui est magnifique et majestueux rappelle immédiatement aux gens la gloire de Dieu. L'architecte de Soliman, Sinan, est un homme dont la vision complète à merveille celle du bâtisseur d'empire. Sinan perfectionne l'empreinte architecturale islamique, la mosquée à coupole. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur un demi-siècle, il est à l'origine de plus de 300 édifices. Il participe également à la rénovation d'un des plus importants monuments de l'islam, le Dôme du Rocher à Jérusalem. C'est bien sûr pour le sultan qu'il bâtit son chef-d'œuvre, la mosquée Suleymaniye à Istanbul. Elle révèle parfaitement le style de Sinan que l'on appellera le grand maître. Ces édifices sont extrêmement coûteux. Ce sont des monuments grandioses dont la construction dure des années et requiert de grandes compétences architecturales et technologiques. La réalisation d'un projet comme la mosquée Suleymaniye signifie « j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, je suis le sultan, je suis le roi des rois ». Mais en même temps, tous ces édifices comportent une dimension spirituelle. La valeur symbolique concerne l'Empire ainsi que la foi. Se conformant aux enseignements de Mahomet, la grande mosquée est un véritable centre de services sociaux, avec un hôpital, une école et une bibliothèque. On dit que lors de son inauguration, Soliman, très impressionné, la contemple et s'exclame « Ô toi, Salomon, je t'ai maintenant surpassé ». Le palais de Soliman est tout aussi impressionnant. Topkapi est à la fois le siège de ses appartements privés et du gouvernement. Soliman est un grand mécène. Comme son empire est très riche, il attire les meilleurs artisans. L'art et les talents se développent de toutes parts. Les architectes et les artistes de cette période marquent le premier âge d'or du monde ottoman. Tout ce qui provient de ce palais est raffiné. Soliman est un orfèvre accompli. Pour les Ottomans, le sultan lui-même doit posséder un savoir-faire concret. Le fait d'être sultan n'est pas considéré comme un métier. Soliman est un mécène exigeant qui insiste pour vérifier le travail et s'occuper de certains détails. Chaque groupe d'artisans ou chaque corporation employée au palais entre en compétition pour lui plaire, car le sultan peut se montrer très généreux lorsqu'il est satisfait. Bien entendu, les Ottomans vont avoir une grande influence sur l'imagination des Européens. Le talent, la pompe et l'apparat qu'ils déploient lors des cérémonies sont tels que le monde entier en reste confondu. C'est sans aucun doute l'un des plus grands empires au monde et les observateurs européens ne peuvent repartir sans un immense sentiment de respect pour ce pouvoir grandiose. En public, Soliman exige que tous ceux qui l'entourent demeurent silencieux tandis qu'il fait connaître ses désirs par de simples gestes de la tête ou de la main. Cela doit être très impressionnant de voir le parterre du palais rempli d'environ 6 000 ou 7 000 janissaires ou hauts fonctionnaires, tous empreints d'un silence total. On assiste là à la création d'une souveraineté si mystérieuse et d'une portée si considérable qu'elle en devient presque divine.
Tandis que le pouvoir de Soliman s'étend, Ibrahim, son ami de toujours, gravit, lui, les échelons à la cour impériale. Ibrahim Pacha, car il sera plus tard Pacha, devient le grand vizir du sultan. Il se marie même avec sa sœur. Ils ne sont donc pas seulement amis, ils sont parents. Ibrahim fait campagne avec sa propre armée. Son influence croît tout autant que son ambition, si bien qu'il devient numéro 2 au palais, avec pour seul maître Soliman. Mais en matière de pouvoir et d'ambition, le monde secret du harem du sultan n'a pas son pareil. Contrairement au stéréotype occidental, le harem n'est pas le terrain de jeu du sultan, mais plutôt le centre du pouvoir dynastique. Le harem équivaut au quartier privé du sultan. On a tendance à croire que le harem désigne le lieu où vivent les femmes. Mais en fait, c'est un lieu d'intimité, le domicile privé du sultan, en quelque sorte. Selon l'islam, le sultan peut avoir 4 femmes et de nombreuses concubines. Ce système est conçu pour assurer des héritiers, tout simplement. Quand on examine les détails de son fonctionnement, on s'aperçoit que cela n'a rien de très érotique. Le sultan n'a pas vraiment de liberté dans le choix de ses compagnes. Il ne peut pas regarder autour de lui et dire « c'est elle que je veux », parce qu'en réalité, c'est plutôt sa mère qui décide. La première femme de Soliman lui donne un héritier, Mustapha. Mais à l'âge de 35 ans, le sultan tombe éperdument amoureux d'une esclave slave qui s'appelle Hurrem. En Occident, on la connaît sous le nom de Roxelana. Roxelana va elle aussi lui donner un héritier et elle devient la confidente qui a toute la confiance du sultan. Le sultan est censé être protégé de toute influence et de tout rival. D'une certaine manière, ça crée un vide autour de lui et ça laisse le champ libre à la vie du harem. Curieusement, le fait qu'il soit autant protégé l'expose à l'influence des compagnes avec qui il passe beaucoup de temps. Il est entouré de femmes très intelligentes et ambitieuses. Roxelana est la plus célèbre de toutes. Soliman est un personnage complexe. D'après ce que l'on sait, c'est un homme capable d'éprouver les émotions les plus tendres pour ses amis masculins et surtout pour le grand amour de sa vie, sa femme Hurrem. Il est aussi très affectueux envers sa famille. Il aura d'ailleurs de nombreux fils, tous très talentueux. Soliman élève son fils aîné, Mustapha, pour qu'il accède au pouvoir. Selon la tradition ottomane, le jeune prince entre dans l'armée et très vite, il doit prouver qu'il est un bon général. Et Mustapha a l'envergure d'un héritier. Pour Soliman, l'avenir de l'Empire semble illimité. Je suis l'esclave de Dieu et le sultan de ce monde. Soliman fera sculpter cette inscription sur une forteresse conquise. Je suis Soliman et mon nom est lu dans la prêche du vendredi à la Mecque et à Médine. À Bagdad, je suis le Shah. Dans les royaumes byzantins, je suis César. Et en Égypte, le sultan. Au fait de son pouvoir, il se voit bien sûr dominer tous ses rivaux. Peut-être à juste titre. L'un des principaux adversaires de Soliman se trouve à l'est. C'est l'empire des Perses safavides. Ce sont des musulmans, mais depuis des siècles, des croyances différentes en ont fait de farouches opposants aux Ottomans.
Les Safavides aussi sont turcs d'origine et d'ailleurs, ils parlent le turc au quotidien. Mais contrairement aux Ottomans qui se dirigent vers l'ouest pour leur conquête, les Safavides se dirigent vers le monde musulman. Ainsi, pour l'Empire ottoman, il représente en quelque sorte une frontière, la frontière la plus à l'est du royaume ottoman. La dynastie safavide est constituée de musulmans chiites, les ennemis déclarés des sunnites ottomans. Selon les chiites, le dirigeant doit être désigné par son prédécesseur et appartenir à la famille de Mahomet. Pour les sunnites, cette désignation n'est pas nécessaire et on peut être le dirigeant de la communauté sans être un descendant direct de Mahomet. Cette contestation de la légitimité est la base de la scission entre les chiites et les sunnites, une violente division qui perdure de nos jours dans le monde musulman. Je dirais que les Ottomans ne se sont jamais sentis aussi sunnites que le jour où les Safavides se sont affirmés en tant que chiites. Les Safavides ont donc établi une idéologie opposée à celle des Ottomans. Et c'est devenu une occasion de faire la guerre. Car pourquoi faire la guerre si ce n'est pour acquérir des terres fertiles, s'enrichir, conquérir de nouveaux territoires ou gagner du prestige? Les Safavides mènent alors une guerre idéologique en Anatolie orientale, une région qui a toujours été préoccupante pour les Ottomans. C'est un territoire difficile à tout point de vue. Il est difficile à conquérir et à contrôler. L'armée safavide est certes redoutable, mais pour les Ottomans, il y a également une compétition sur un plan culturel. Ce sont de grands mécènes. On les connaît davantage pour leur réalisation artistique que pour leur conquête, leurs lois, leur système ou leur administration. Quand on regarde Ispahan, on voit que c'est la plus belle ville du monde. C'est la ville safavide, la capitale par excellence. Cependant, on ne ressent pas cette impression de puissance que l'on a dans la capitale ottomane. C'est une puissance qui s'illustre différemment. Elle est plus expressive peut-être, plus précieuse dans sa décoration et dans les lieux de cérémonie. C'est un aspect totalement différent de l'islam. L'art safavide et son architecture sont plus raffinés. C'est un art célèbre pour ses filigranes. Il est connu pour sa facture complexe plutôt que pour son style sensationnel. Dans les élégants palais des chahs safavides se trament des complots contre Soliman et sa dynastie qui lui parviennent aux oreilles. Mais les yeux de Soliman sont rivés vers l'ouest, vers une Europe fragmentée et vulnérable qui n'attend que d'être conquise. L'Empire ottoman englobe tous les territoires qui vont de l'Égypte au Kurdistan, en incluant même la Hongrie. Mais Soliman ambitionne de contrôler des territoires toujours plus grands. Et pourquoi pas le monde entier? Pour Soliman, la prochaine étape est Vienne. Conquérir cette ville serait un véritable coup de poignard dans le cœur de l'empire européen des Habsbourg et ouvrirait la voie vers l'ouest. Mais alors que les Ottomans puissamment armés partent pour Vienne, le mauvais temps joue contre eux. Les lourds canons qui ont permis aux Ottomans de remporter d'écrasantes victoires s'enlisent dans la boue. Soliman doit les laisser derrière lui. Uniquement dotés de l'artillerie légère, les Ottomans pilonnent la ville sans relâche, mais chaque petite brèche est âprement défendue.
Après un long siège et à l'amorce de l'hiver, Soliman retire ses forces armées. Il n'est pas inquiet. Il pense revenir sous peu. En réalité, il ne reviendra jamais. L'échec de Soliman à conquérir Vienne va être essentiel. C'est sa première grande défaite en Europe depuis très longtemps. Jusqu'alors, les Européens n'ont fait que perdre, encore et toujours. Et l'aube d'un nouveau jour se lève pour l'Europe. Soliman n'a pourtant pas grand-chose à craindre de l'Europe. Ce sont les Safavides musulmans et même sa propre famille qui vont infliger les plus grands tracas au sultan et par conséquent à l'Empire. Au XVIe siècle, Soliman est d'une certaine façon l'incarnation du dirigeant juste et sage, qui est en même temps un personnage tragique. Dans le palais du sultan, où le monde du pouvoir domine, les complots ne cessent jamais. Dans sa conception d'origine, le palais de Topkapi ne comporte pas de logement pour les femmes. Elles vivent dans ce que l'on appelle le vieux palais. Hurrem, comme la plupart des épouses, se plaint que son mari passe trop de temps en campagne, hors de la capitale. Elle dit constamment qu'elle se sent très seule et que Soliman manque à ses enfants. Puis, curieusement, un feu se déclare dans le vieux palais, dans les appartements de Hurem. Elle doit donc s'installer dans le palais de Topkapi le temps que l'on répare ses anciens appartements. En fait, elle s'y installe et n'en repartira jamais. Hurem se trouve maintenant au centre du pouvoir. Elle fait tout pour promouvoir son fils comme seul et unique héritier, et elle est au centre d'un réseau de commérages et de soupçons funestes. Elle est totalement dévouée à son mari. Elle prend chaque attaque contre lui comme une attaque personnelle contre laquelle elle doit lutter. La première menace vient d'Ibrahim Pacha, qui s'arroge de titres uniquement accordés au sultan. Hurem a un mauvais présage et afin de protéger l'Empire et la dynastie, elle se débarrasse d'Ibrahim Pacha. Le 15 mars 1536, Soliman et Ibrahim Pacha dînent ensemble, comme souvent. Le lendemain matin, on retrouve le corps d'Ibrahim. Il a été étranglé. Pour Soliman, le temps de la désolation ne fait que commencer. Quelques années après la mort d'Ibrahim, Hurem prétend avoir découvert un complot visant à renverser Soliman. Un complot ourdi par Mustapha, son fils bien-aimé, héritier de l'Empire et aidé des Safavides. C'est un problème constant dans l'histoire ottomane. Les fils essaient de remplacer leur père. Ce phénomène se produit aussi dans les monarchies. La succession peut alors devenir problématique. Et c'est le cas ici. Mais Soliman a sa part de responsabilité, car il n'a pas toujours agi très adroitement. Sans hésiter, Soliman ordonne l'exécution de Mustapha. Il s'assoit ensuite pendant plusieurs jours près du corps du jeune homme, interdisant à quiconque de le toucher. L'avenir de l'Empire semble bien terni. L'année suivante, à la mort de Hurem, Soliman sombre encore plus profondément dans le désespoir et va chercher consolation dans la poésie. À mon avis, il a écrit la majorité de ses poèmes après avoir perdu son épouse, car il y parle de la solitude du pouvoir et de son désir désespéré de la rejoindre. Si ton règne sur le trône impérial semble éternel, ne te méprends surtout pas. Un jour,
un vent néfaste insufflera tous les malheurs des cieux sur cette terre de beauté. Au comble de la solitude, le sultan, dont le pouvoir et maintenant le chagrin semblent illimités, n'a plus qu'un seul refuge: retourner sur le champ de bataille et reprendre ses conquêtes guerrières. Il a mené personnellement 13 campagnes. La dernière a eu lieu à Zigedvar, au sud de la Hongrie actuelle. Je pense qu'il savait que cette campagne allait être la dernière. Il l'a dirigée lui-même, tout en sachant qu'il n'en reviendrait pas. En 1561, l'homme qui aura régné si longtemps sur l'Empire meurt entouré de ses généraux dans son grand pavillon de guerre. Il a 67 ans. Aucun autre sultan ottoman après lui n'aura ce prestige. Les nouveaux réseaux du pouvoir vont se déplacer de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, puis vers le Nouveau Monde, délaissant petit à petit l'Empire ottoman. À Istanbul aujourd'hui, les soufis et les derviches tournoient toujours au rythme des prières qui accompagnent leur danse, tout comme au temps de Soliman. Les origines mystiques de cette méditation par le mouvement sont même antérieures au sultan. Elles remontent au prophète Mahomet. Vous avez atteint le niveau supérieur parmi toutes les congrégations de ce monde, assure le Coran à tous ses adeptes. Car vous prescrivez d'accomplir tout ce qui est juste, d'interdire ce qui est mal et d'avoir foi en votre Dieu. Les civilisations islamiques et occidentales ont les mêmes racines, qui se sont d'abord manifestées dans le croissant fertile, le monothéisme des juifs et des chrétiens, et la culture intellectuelle classique des Grecs anciens. Spirituellement, les deux traditions sont à la fois semblables et différentes. L'héritage de l'islam se mêle à celui de l'Occident. Et pour les milliards de musulmans qui forment la deuxième plus grande communauté religieuse au monde, c'est un héritage vivant, un élément fondamental de la grande quête des humains, la civilisation.